On est bon et on commence. Donc, je disais aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose que j'ai vécu en 2017, juste avant une période où j'ai fait un mini burn-out. C'est-à-dire qu'en 2017, j'ai été à la fois salarié dans une boîte pour vendre des fringues, j'étais à la fois salarié politique, à la fois très impliqué dans la campagne d'élection du président actuel. Et donc, j'étais aussi salarié dans ce groupe politique. Je m'en cache pas, je ne regrette pas parce que ça a été une superbe aventure au niveau humain et compréhension du monde dans lequel on vit. Et enfin, en même temps, je me formais déjà pour ouvrir mon cabinet en gestion de patrimoine puisque j'ai commencé largement avant, avant la période de la présidentielle. Donc, je faisais tout ça en même temps et c'était long, c'était intense. Et c'est surtout au moment où j'ai commencé à travailler en politique, donc après mes 2 mois d'escapade en backpacking en Amérique du Sud, alors je parlais pas l'espagnol, que je suis arrivé en politique. J'ai travaillé en tant que salarié en politique et j'étais chargé de la relation publique. Donc moi, ce que j'avais à faire, c'était tout simplement d'appeler les gens et de répondre aux mails et d'accueillir les gens qui venaient au siège. C'était beaucoup plus intéressant que ce qui n'y paraît parce qu'on apprenait beaucoup de choses. Mais pour être à jour des choses et de savoir de quoi on parle, on devait lire, regarder des informations tous les jours. Pour le coup, comme je le disais, je regardais les informations de façon quotidienne. Et il s'est passé quelque chose de assez incroyable. C'est qu'au bout d'un moment, alors j'étais dans un état où je rentrais de 2 mois de backpacking, où je me sentais déjà un peu mieux. Euh, Au bout d'un moment, je suis tombé dans une forme assez dépressive, je peux le dire. Plusieurs choses, hein. Il y a eu, je le dis souvent, une rupture amoureuse, il y a eu le suicide d'un proche, mais il y avait le métier aussi qui faisait que ça m'engouffrait dans une méthode de pensée qui n'était pas bonne, c'est-à-dire lire les news. Il faut savoir que depuis fin 2017, donc depuis que j'ai quitté mon boulot en salarié en politique, j'ai arrêté tout simplement de regarder les news. Et ça me manque pas du tout. Ça me manque pas du tout. On sort de la négativité et de toute façon, toutes les informations importantes, les gens en parlent autour de soi. Les gens en parlent. Notamment le coronavirus, je l'ai appris à travers une amie en live, euh, alors qu'on était dans les transports. Je ne savais même pas que ça existait, etc., etc. J'apprends tout en live et peut-être à quelques heures de décalage, mais c'est pas bien grave. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que, en fait, aujourd'hui, notre cerveau, c'est comme un disque dur. Un disque dur, non pas de 1000 gigas, mais peut-être de 100 gigas. OK? De 100 gigas. Quand on va à une conférence, quand vous allez écouter ce podcast, si vous n'êtes pas dans un processus proactif, c'est-à-dire vous prenez des notes avec vos propres mots, par exemple, si vous ne faites pas ça, tout ce que je suis en train de raconter là, il faut savoir que vous allez l'oublier dans quelques temps, à peut-être 10, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 80% d'oubli. D'accord? Et généralement, on retient entre 10 et 20%, généralement. Et là, c'est quand on a bien écouté qu'on retient que 10 à 20%. C'est ça qui est intéressant, c'est que notre cerveau, il est limité au niveau de l'attention qu'on donne. Et pourquoi en fait le cerveau ne retient que 10-20%? C'est sûrement parce qu'il y a une utilité. Notre corps, la façon dont on est construit, l'être humain, il est optimisé au maximum à travers l'évolution. Et si jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à mémoriser, c'est pas pour rien. Vous imaginez si vous devez vous retenir de tout, ça aurait été infernal. Tous les numéros de tous vos contacts, ça prendrait une charge mentale assez importante. Donc, on peut partir du principe déjà que chaque information qui rentre dans notre cerveau prend de la place et prend de l'énergie. Donc, s'il y a une fonction oubli dans notre cerveau, s'il y a une fonction oubli, c'est pas que elle est là pour une raison. Elle est là pour nous faire consommer moins d'énergie et c'est partie prenante de l'évolution humaine. Donc, c'est là pour une raison. Par contre, en tant qu'être humain, on a envie, des fois, de
savoir maîtriser quelque chose. De maîtriser quelque chose, on a envie peut-être de maîtriser un instrument. On a envie peut-être de maîtriser le tennis. On a envie, enfin, il y a plein de choses qu'on a envie de maîtriser. Pourtant, quand on fait une pratique, on sait qu'on retient 10, 20, 30% à la fois. Et 20%, c'est déjà beaucoup, hein. On ne peut pas tout retenir d'un coup. La pratique naïve, ce serait de dire je joue tous les jours 1 heure, je fais les mêmes choses et puis j'espère que je vais m'améliorer. Et c'est sûr qu'au bout de 10 000 heures de pratique, on a intérêt à être bon quand même. Si au bout de 10 000 heures de pratique, on est quand même naze, c'est vraiment que ça va pas, quoi. 10 000 heures, c'est la légende qu'on raconte pour pouvoir atteindre une expertise dans un domaine. Une expertise tellement importante que les gens se tourneront naturellement vers toi pour parler de ce sujet-là, le sujet de la guitare, par exemple. Bon, c'est un exemple. Et donc, il y a cette pratique un peu naïve, parce que cette pratique naïve, en fait, on a tous, notre cerveau, c'est comme si c'était un récipient, un petit verre, d'accord? Et on met de l'eau dedans. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a goutte d'eau qui déborde du verre. Et on commence à ne plus apprendre, on commence à effacer ce qu'on a appris, les basiques. Alors que les basiques sont très importants pour construire tout ce qui devient complexe. Donc, ce qui est intelligent à faire, c'est de se transformer de ce petit verre peut-être en un bol. Et puis, transformer ce bol en un vase. Et puis, un vase en un grand conteneur. Mais ça se fait pas naturellement et ça demande beaucoup, beaucoup de pratique. C'est la fameuse neuroplastie, c'est-à-dire que notre cerveau, on sait qu'elle est limitée de façon cognitive, elle ne peut pas se faire plusieurs choses à la fois. Par contre, le cerveau trouve toujours un moyen d'évoluer si on en fait une priorité. D'accord? Si on en fait une priorité. D'ailleurs, c'est ça un peu, hein, la passion. Qu'est-ce que la passion? La passion vient du latin passi, qui veut dire souffrir. Souffrir. Donc, c'est qu'en sortant de sa zone de confort qu'on accepte de souffrir. Et c'est que quand on accepte de souffrir que nous passons à quelque chose de passionnel, qu'on sort de la zone de confort, qu'on apprend des choses. Et la zone de confort, existe à la fois pour le cerveau, hein, mais à la fois aussi pour le corps. Si aujourd'hui on va à la salle pendant 5 ans et qu'on épouse, on fait plein de choses, mais que les muscles n'apparaissent pas, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être que parce qu'on ne va pas au point de souffrance. On ne va pas au point de souffrance. Le coach lui va dire, là, justement, il faut que tu en fasses 20 de plus, là. Et sur les 20 de plus, tu vas souffrir, tu vas avoir mal, ça va être pas plaisant, mais c'est ça, justement, qui fait grandir ton corps, qui casse les fibres musculaires et qui les reconstruit. Il faut à peu près 1 mois et demi pour qu'enfin on commence à faire grossir les muscles. Et au-dessus d'1 mois et demi, c'est là que ça commence à vraiment prendre. Mais il faut 1 mois et demi d'effort constant déjà. OK? Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure en politique, je racontais pas ma vie pour rien, c'était pour vous dire que le moment où j'ai arrêté de absorber cette négativité, parce que dans les journaux, souvent, on parle bien plus de choses négatives que de choses positives, le moment où j'ai arrêté de absorber cela, j'ai vu une petite amélioration petit à petit dans ma vie sur ce que je pensais, ce que je mettais dans ma tête, qu'est-ce qui était important. Voilà. Donc déjà ça. Et ce principe-là, bien sûr, on va l'étendre à quelque chose encore de plus important par la suite. Je voulais aussi parler aujourd'hui de l'expérience. Je voulais parler aussi de l'expérience. C'est une discussion que j'ai eue avec mon coach il n'y a pas longtemps et puis avec une amie hier qui est ici présente, Marie, qui m'a fait rendre compte de quelque chose hier. C'est un petit déclic dans ma tête et je me suis dit, oh putain, après la conversation que j'ai eue avec elle, j'ai connecté plein de points et c'était très, très intéressant. Pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis déjà à ma 8e entreprise, aventure entrepreneuriale. Et j'ai travaillé à la fois dans le public que dans le privé, dans les associatifs que dans l'entreprise. J'ai travaillé à la fois en tant que CIO, en tant que salarié.
Et il y a quelque chose de assez intéressant et de commun, qu'on soit dans le milieu du start-up, à la grosse entreprise, c'est que, comment dire, c'est le manque de vulnérabilité, le manque de transparence sur les échecs. En France, du moins. Le manque de transparence au niveau des échecs. Même quand j'étais patron, enfin, patron, je le suis aujourd'hui, mais par le passé, quand je l'étais, j'avais du mal à être vulnérable. Alors qu'aujourd'hui, je le fais parce que j'ai appris de mes erreurs. Comment je peux formuler ça? L'expérience. Parlons d'expérience. En naviguant un peu partout dans tous les domaines, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui sont surcotées dans notre société. Il y a le talent qui est extrêmement surcoté, le talent. Comme quoi on naîtrait avec des capacités sensorielles incroyables. Et comme quoi on est prédestiné. On est prédestiné à être bon en musique ou au tennis, etc. Moi, je ne crois pas au talent inné. On peut avoir des prédispositions, mais le talent, c'est surcoté et ça vaut pas grand-chose. Et après le talent, et après le talent, il y a aussi l'expérience qui est surcotée. L'expérience qui est surcotée. Aujourd'hui, un médecin qui pratique depuis 25-30 ans n'est pas forcément un meilleur médecin que un médecin qui vient juste de rentrer dans la vie active et qui pratique peut-être depuis 2-3 ans. J'arrête la vidéo une seconde et je la remets. Ouais, pour réajuster le focus parce que c'est un peu flou. Et je dis pas ça n'importe comment, hein. On a des métriques. On a des métriques. Aujourd'hui, des chirurgiens anciens n'ont pas forcément un meilleur taux de survivabilité ou de mortalité à la suite de chirurgie lourde par rapport à un nouveau, par exemple. Pareil pour les médecins, c'est pareil. Donc, il y a des métriques qui mesurent cela. Donc, l'expérience ne veut pas forcément dire que c'est une valeur valable à prendre en compte. Du fait de ma culture, et même en France, hein, du fait de ma culture chinoise, on a un grand respect envers les anciens. Et dans la culture française, je dirais qu'on a un grand respect envers le patriarcat, de façon générale. Ni l'un ni l'autre, aujourd'hui, justifie une soumission et comment dire, un saint de béni oui-oui, là, comment on dit ça, là? Une personne qui dit toujours oui, ok, je suis ce qu'il a dit parce que je pense qu'il en sait mieux que moi. Je pense que, au contraire, il faudrait, bon, là, je parle un peu dans la philosophie de la société, il faudrait inclure les jeunes et les bien plus jeunes que soi. Quand je dis bien plus jeunes, c'est même limite quelques enfants pour qu'ils nous donnent leur vision en tant qu'enfants, parce que chose qu'on oublie trop souvent en tant qu'adulte, dans les processus de décision importants. Ça paraît bête, mais il y a un sens à ça. Donc, ce que j'invite au niveau de l'expérience, c'est pas juste accumuler de l'expérience et du temps. Ce que je invite à faire, c'est du temps et de l'expérience de qualité. Comment accumule-t-on de l'expérience de qualité? C'est déjà avoir une meilleure compréhension de la chose. Par exemple, si je prends ce stylo-là, bon, il y a un petit sigle derrière qu'il ne faut pas regarder, mais si je prends ce stylo, il a été inventé, et pour comprendre comment il est inventé, il faut que je comprenne la forme. OK. Les caractéristiques. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? OK, il y a de l'encre. Il y a un ressort. Et maintenant, je vais décider de construire ce stylo. Parce que j'ai compris comment il fonctionne. Je fais un moule, je verse un moule, je verse des ressorts, je mets un truc à pointe avec de l'encre dedans. Bon, bref, un stylo bille, quoi. C'est un stylo bille tout simple. Mais plus je comprends ce stylo, plus je vais commencer à pouvoir l'améliorer. Et peut-être que de fil en aiguille,
je vais pouvoir faire un stylo un peu plus poussé, un peu plus joli. Et après, peut-être un stylo plume. Et après, finalement, il y a des stylos aujourd'hui qui, on sait, peuvent se vendre 500, 200, 300, 1000 euros, même bien plus. Parce qu'on vient pousser un art qui est la construction de ce stylo-là. Et donc, dans l'expérience, en fait, dans la pratique, il y a deux choses à retenir. C'est la pratique et la compréhension de la chose. Plus je vais comprendre le stylo, mieux je vais pratiquer la construction du stylo. Mais après, bien sûr, c'est la poule. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf d'abord? C'est la question. Mais qu'on commence par la pratique ou la compréhension, les deux mènent au même chemin. Mais maintenant, quand on pratique, il ne faut pas à chaque fois, quand on fait le stylo, se dire c'est bon, je l'ai fait, je maîtrise. C'est toujours avoir un mindset, un état d'esprit de dire mais ok, mais ça c'est le stylo, mais qu'est-ce que je peux améliorer dans le process? Peut-être que le stylo est déjà parfait, mais peut-être que je peux retirer une étape pour la construction du stylo. Voilà. Prendre moins de temps à le construire, prendre moins de temps à le réaliser, chercher des matériaux peut-être plus nobles, ou au contraire moins nobles pour réduire le coût, simplifier. Voilà. C'est toujours de chercher dans l'expérience, dans le faire, dans l'itération, parce que c'est avec les pratiques délibérées, donc c'est-à-dire qu'on est d'accord de pratiquer, avec l'itération, avec la répétition, que nous arrivons à une certaine expertise intéressante. Une certaine expertise, non pas avec un verre plein, mais avec un récipient qui nous contient agrandi. D'accord? On veut faire des erreurs. Ok, on veut faire des erreurs. Surtout, on n'a pas peur de faire des erreurs. Les erreurs, ça doit même être quelque chose de délibéré. On sait aujourd'hui que Léonard de Vinci, avant de faire un tableau, en faisait déjà peut-être une dizaine, voire une centaine au préalable, à la fois de croquis et à la fois de versions de tableau. On faisait énormément avant de rendre un tableau. C'est pareil aussi pour Michel-Ange, par exemple. Sur ses fresques, il peignait et repeignait par-dessus. Alors que tout était déjà magnifique, il repeignait un coup par-dessus et des fois, il changeait carrément la forme de ce qui se passait. C'est pour ça que quand des fois on enlève la première couche au niveau, en regardant le laser, on voit qu'il y a une deuxième partie en dessous. Et ça met en joie les collectionneurs et l'histoire de l'art, etc., etc. On veut faire des erreurs. La pratique délibérée, c'est on sait qu'on va pratiquer, on sait qu'on va faire des erreurs, on prend les erreurs en compte, mais on ne doit pas avoir peur des erreurs. De quoi on devrait avoir peur du coup? On devrait avoir peur de ne pas voir, de ne pas comprendre ces erreurs. De ça, on doit avoir peur. Surtout de ne pas voir, parce que si on ne voit pas, on peut même pas commencer à essayer de comprendre. Si je fais ce stylo et puis je sais pas pourquoi j'ai ajouté un troisième ressort là. J'en avais pas besoin, mais le troisième ressort, il fait bugger le système de quand on appuie le stylo sort ou pas. Il fait bugger ça. C'est quand même compliqué. C'est quand même très compliqué. Parce que j'ai pas vu qu'il y avait une erreur, ça me coûte plus. Je suis en train de faire quelque chose qui ne sert à rien, qui fait bloquer. Donc on ne progresse pas. Au contraire, on régresse en ajoutant une troisième chose. Et la troisième chose, ce serait un ressort de plus. Donc ça veut dire que plus ne veut pas forcément dire plus. Des fois, moins, c'est mieux. Moins, c'est plus, des fois. Et sur ce, je vais pas continuer beaucoup plus loin parce qu'il y a déjà deux concepts qui ont été donnés sur les modèles mentaux et sur la pratique des librairies. Donc, si je répète, c'est de dire que notre cerveau est limité. Il faut choisir ce qu'on doit ingurgiter, ce qu'on doit absorber, ce qu'on doit retenir et ce qu'on veut lire, écrire. Si aujourd'hui on va chercher toutes nos informations sur YouTube, parce que peut-être que sur YouTube c'est gratuit, bah, le problème c'est qu'on a une version altérée de la chose. C'est le fameux téléphone arabe dont j'ai parlé la dernière fois. On a un livre, un concentré d'informations écrit par un expert sur le sujet qui est
et sachant qu'il a écrit un livre qui est lu à travers les années. Les livres qui sont sortis l'année 2020, moi j'ai du mal à lire les livres de l'année. J'attends que les livres prennent de l'âge et une bonne réputation. Et là, je commence à m'y intéresser. Bon, une personne lit ce livre, va la résumer en 15-20 minutes, ce que j'ai fait pendant ces lives-là. Mais ça, c'est qu'une partie du livre. C'est pas le livre en entier, par exemple. Et puis après, on va peut-être consommer que du contenu gratuit, donc qui a été fait par des personnes qui s'y connaissent pas beaucoup, pas grand-chose, sur YouTube, par exemple, qui vont essayer de résumer quelque chose de façon vague parce que c'est pas leur domaine d'expertise. Ils le font pas de façon sourcée et sérieuse. Et nous, on se dit, bah, je peux tout apprendre avec YouTube, je peux me former avec YouTube. Et du coup, au lieu d'avoir la version pure et simplifiée et concis d'une personne qui s'est concentrée pendant des heures et peut-être des mois à peaufiner un livre où il a choisi les mots, les phrases et le concept, bah, on a une version diluée, diluée, diluée. Et on sait qu'aujourd'hui, si on dit quelque chose à la personne numéro 1 et au bout d'une chaîne de 10 personnes, l'information qui est donnée au moment 1 et à la moment 10 est complètement différente à cause du fameux distorsion de l'information ou plus vulgairement, le téléphone arabe. Vous voyez? Donc voilà, la première chose, c'est où est-ce que vous allez chercher vos informations, sachant que votre information et votre verre, votre capacité est limitée. Où est-ce que vous allez chercher ça? Conclusion numéro 1, choisissez pour savoir vos informations de façon consciente et de façon très qualitative. Votre cerveau est limité. Et malheureusement, tout ce qui est gratuit, bah, c'est vous le produit. Et aujourd'hui, on le voit bien sur Internet, tout ce qui est payant ne veut pas dire gage de qualité. Il faut aller creuser et chercher les bonnes informations. Parce que si vous appliquez une information qui n'est pas bonne, vous allez perdre du temps et de l'argent. Et vous allez peut-être même régresser parce qu'au lieu de pratiquer quelque chose qui est bon pour vous, dans le schéma mental, il va peut-être être mauvais et il va falloir prendre du temps à déconstruire ses habitudes. Donc là, c'est encore pire. Première conclusion. Deuxième conclusion, c'est la pratique délibérée. La pratique délibérée. Qu'est-ce que la pratique délibérée? Encore une fois, la pratique délibérée, c'est juste de dire, on va faire, on va essayer de mieux comprendre à chaque fois. C'est OK s'il y a des erreurs. On va faire, on va essayer de tout comprendre. C'est OK s'il y a des erreurs. Et s'il y a des erreurs, la seule chose dont on doit avoir peur, c'est tout simplement ne pas ne pas pouvoir analyser parce qu'on n'identifie pas à la base qu'il y a une erreur. Voilà l'état d'esprit auquel j'invite une simplification massive des rentrées d'informations, de choisir ces informations et une pratique délibérée de tout ce qui est énergie de compréhension. Je vais chercher ma cloche. Au passage, bonjour Brice, bonjour Alexis, bonjour Marie. Les trios des habitués. Je vous invite à prendre une position droite, si possible avec 3 points d'ancrage sur le sol, parce que le trépied, c'est ce qu'il y a de plus stable. Et je vais sonner la cloche à 3 reprises pour inviter à la méditation.
t'invite à faire la technique 4-4-4-4. Inspirer pendant 4 secondes, retenir l'inspiration pendant 4 secondes, expirer sur 4 secondes et retenir l'expiration totale sur 4 secondes et à nouveau réinspirer. On va faire ça plusieurs fois. Ensuite, on va passer à 8, 8, 8, 8, 8. Et enfin, on va passer à 12, 12, 12, 12, 12. C'est parti pour 4, 4, 4, 4, 4. On respire à nouveau normalement. Et à votre rythme, vous repartez sur du 8, 8, 8, 8, 8. Je vous invite à revenir à un souffle et une respiration normale. Avant de passer au 4x12, je vous invite vraiment à poser une de vos mains sur le bas du ventre et prendre le temps de vraiment gonfler ce bas du ventre-là et de le dégonfler ou bien de le maintenir dans un état lorsqu'on bloque la respiration. Ça va être 12 secondes. On va le faire 2 fois, la série totale. Je vous invite à faire 12 secondes de retenue à votre rythme, quand vous vous sentez prêt.
Je vous invite à garder les yeux fermés. Et à visualiser dans votre vie qu'est-ce que vous pouvez simplifier. Qu'est-ce que vous pouvez simplifier? Où est-ce que vous allez chercher vos sources? Où est-ce que je vais chercher mes sources? Où est-ce que je vais pour absorber de l'information? Est-ce à la télé? Est-ce dans les émissions de télé-réalité peut-être? Ou bien dans les livres, dans les journaux, dans les magazines, à l'école? Est-ce que toutes les informations que je consomme et que je décide de consommer sont de qualité? Lorsque je pratique ce que j'ai envie de maîtriser, est-ce que je suis attentif ou attentive
à essayer de comprendre et améliorer ce que je suis en train de faire ou bien le processus. Est-ce que je suis perfectionniste et j'ai peur de faire des erreurs? Suis-je consciente qu'il vaut mieux faire des erreurs de façon délibérée que des erreurs non vues, non voulues et non analysées? Je suis conscient que mon cerveau est un récipient. Je suis consciente que mon cerveau est récipient, un récipient limité. Que je peux améliorer ce récipient en sortant de ma zone de confort à la fois physique et mentale, ou bien en choisissant la qualité du liquide que je verse dedans. J'invite la cloche à 3 reprises aujourd'hui et prenez le temps de revenir à vous-même, ici et maintenant. Prenez le temps de vous étirer. Aujourd'hui, il fait moins beau que les journées précédentes. J'ai pas eu de halo christique. Et je vous souhaite une très très belle journée. Demain, c'est le dernier jour. J'ai reçu un mail de la part d'une personne qui m'a dit qu'elle a suivi tous les lives en visionnage, en replay, qu'elle a appris énormément de choses, mais qu'elle se trouve quand même dans une impasse parce qu'elle a du mal à passer à l'action. Demain, ce sera le dernier live et après-demain, c'est le cercle privé. Donc pour le dernier live, demain, je vous parlerai quelque chose de pratico-pratique. Comment se mettre à l'action, quelle méthodologie utiliser, quel principe fonctionne aussi. Et parce que je me considère vraiment comme quelqu'un qui a vécu, compris et je pense avoir maîtrisé aussi la procrastination dans beaucoup de parties de ma vie. Donc j'ai mis quelque chose de très concret en place pour demain. Donc on va voir comment on passe à l'action, comment on s'organise pour aller à l'action et comment on se libère aussi de ce poids et de la charge mentale de notre cerveau qui nous bloque et qui nous empêche de passer à l'action. Donc demain, ça va être une session pratico-pratique, la dernière session en live pour finir en beauté. Et puis on prendra le temps de se voir en privé lundi en Zoom réduit. Et sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée à toutes et à tous. Et comme on ne se quitte jamais vraiment, ben, je vous dis
À tout à l'heure. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.